Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue pour ce webinaire sur le sujet santé mentale et emploi. Où en est-on? Donc on est ensemble pour une petite heure, globalement jusqu'à 15 heures environ. Je me présente, donc je m'appelle Margot Gauche, je travaille pour la coordination du PRIT Centre-Val de Loire et aujourd'hui je suis accompagnée d'Amandine qui est également chargée de mission pour le PRIT. Alors, le PRIT, c'est quoi? C'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Et en région, on est donc financé par l'État, représenté par la DRET et par la GFIP Centre-Val de Loire. Et donc, on est vraiment ravis de vous proposer ce webinaire sur un sujet d'actualité, santé mentale et emploi. Et donc, je voulais d'ores et déjà remercier chaleureusement nos différentes intervenantes qui vont prendre la parole aujourd'hui, juste après. Donc, Morgane Guéguen, qui est coordinatrice du projet territorial de santé mentale d'Indre-et-Loire, et Clarisse Hermelin, qui est coordinatrice du conseil local de santé mentale pour la métropole Tourangelle. Donc, comme je vous disais, ce webinaire sera enregistré et donc mis à disposition sur la plateforme du PRIT Centre-Val de Loire. Et juste un petit volet donc technique, vous dire, vous voyez à l'écran, le micro, la vidéo. Alors, on vous conseille pendant le webinaire de couper le micro, comme ça on n'a pas d'interférence. Libre à vous après de laisser la caméra allumée ou pas. Oui, allô, j'ai dit OK. On a un petit son parasite qu'on a coupé, c'est bon. Vous avez également donc la possibilité de converser via le chat. Donc, vous pouvez poser vos questions à l'écrit et on aura en fait des temps de questions-réponses pendant le webinaire. On prendra les questions à l'écrit ou après, tout simplement, pendant ces temps de questions-réponses, vous pourrez aussi activer votre micro pour poser directement vos questions aux intervenants. Voilà, peut-être vous dire tout de suite un mot du sommaire pour ce webinaire. Déjà, on aura un premier temps donc, sur un éclairage santé mentale et troubles psychiques. De quoi parle-t-on? On aura ensuite un focus, comme je vous disais, c'est un sujet aussi d'actualité, la santé mentale, donc voir aussi les nouveaux enjeux dans ce contexte post-crise sanitaire. Et on terminera par des illustrations, des témoignages avec des exemples concrets d'actions concrètes réalisées et en cours. Et comme je vous le disais, on aura des temps d'échange pour pouvoir aussi répondre à vos différentes questions. Et je ne vais pas vous retenir plus longtemps et on va pouvoir commencer donc avec la première partie santé mentale et troubles psychiques. De quoi parle-t-on? Et pour ceci, je laisse donc la parole à Morgane Guéguen, donc coordinatrice du PTSM d'Indre-et-Loire. C'est à vous, Morgane. Bonjour à tout le monde, je suis très heureuse de pouvoir présenter ce webinaire avec Clarisse sur cette thématique de santé mentale et emploi. Moi, je vais vous parler de notions un petit peu générales de santé mentale et vous définir ce qu'est vraiment un trouble psychique. Puis après, on ira un petit peu plus loin sur la santé mentale, puis je vous parlerai aussi un petit peu des premiers secours en santé mentale. Voilà. Donc déjà, ce qui est important, c'est de pouvoir définir un petit peu la santé mentale. Donc, il y a une définition qui a été donnée par l'OMS il y a maintenant un petit peu de temps quand même, qui définit la santé mentale comme étant un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. En gros, c'est une bien grande phrase pour dire que la santé mentale fait partie intégrante de la santé de manière globale et qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale et surtout que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Et ça, c'est une notion qui est très importante à prendre en compte parce qu'à partir du moment où on la prend en compte, on se rend compte que la santé mentale, elle a beaucoup d'impact, notamment là, on est là pour parler de l'emploi, notamment dans l'accès à l'emploi et dans le maintien dans l'emploi et dans le fait de devoir prendre en compte la santé mentale de manière globale. Voilà. Donc, en gros, pour faire aussi un petit peu plus concret, on va dire qu'en fait, la santé mentale, c'est un état qui varie tout au long de la vie. J'ai envie de dire même des fois, dans une même journée, notre état de santé mentale, il change. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait normal, cette évolution au long de la vie, et c'est absolument pas synonyme de trouble psychique. C'est en fonction des différents facteurs qu'on va rencontrer, que ce soit des problématiques de logement, d'isolement social, de précarité, de problématiques d'accès à l'emploi,
ou des facteurs qui sont plus personnels, type histoire de vie, et puis aussi des facteurs biologiques. Il y a certaines pathologies qui entraînent des troubles de santé mentale et qui peuvent freiner notamment l'accès à l'emploi et puis dans sa vie en général, j'ai envie de dire de manière globale. Et j'ai bien précisé que les conditions de travail, c'est un déterminant qui est très important de la santé mentale. Je reviendrai dessus plus tard, en quoi est-ce que l'emploi peut être un déterminant vraiment très important, notamment dans le rétablissement des troubles de santé mentale. Donc, je reviendrai dessus après. Donc là, je vais vous décrire de manière un petit peu plus précise la gradation, en fait, la graduation au niveau de la santé mentale. Quand on est en haut, quand on va bien, on a une santé mentale qu'on appelle positive. C'est-à-dire que là, on se sent bien, on est dans un état de bien-être, d'épanouissement personnel, on arrive à bien interagir avec les autres, on arrive à effectuer les tâches de la vie quotidienne. Voilà, on se sent épanoui dans sa vie, quels que soient ses aspects, et on arrive à être, notamment dans le volet relationnel, qui permet une bonne santé mentale. Il y a certains événements qui peuvent entraîner à ce qu'on appelle une détresse psychique réactionnelle. Ça, c'est dû à certains événements, ou à des événements qui peuvent être traumatisants, ou à des difficultés temporaires, ou à des événements stressants. Par exemple, ne serait-ce que passer un examen, par exemple, peut entraîner une détresse psychique réactionnelle. Ce qui est important de savoir, c'est que ces détresses-là, qui sont transitoires, en fait, elles sont temporaires et elles ne nécessitent pas spécialement de soins spécialisés. Ce n'est pas parce qu'on a une détresse psychique réactionnelle, c'est-à-dire suite à un événement, on peut avoir une montée d'angoisse, on peut avoir une montée de peur, on peut avoir une baisse, un début de troubles dépressifs, parce que les événements qu'on a vécus, c'est des choses qui ne sont pas faciles. Ce n'est pas pour autant qu'on est en train de développer un trouble psychique. Il y a des critères assez précis qui permettent de déterminer si la personne est en train de développer un trouble psychique ou pas. Et après la détresse psychique réactionnelle, si ça dure longtemps, si ça a un impact sur la vie de la personne, on peut parler de troubles psychiatriques de durée variable. Alors là, pour le coup, je vais être assez, assez large, c'est-à-dire ça peut être plus ou moins sévère, plus ou moins handicapant. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, enfin, c'est pour tout le monde pareil, c'est-à-dire en fonction des troubles qu'on a et en fonction des difficultés et de l'environnement de la personne, les troubles vont être plus ou moins importants et vont être plus ou moins handicapants pour la personne. Ce type de trouble psychique relève par contre d'une prise en charge médicale spécialisée, c'est-à-dire qu'il faut un accompagnement médical avec, pour certains types de pathologies, des traitements médicamenteux, mais qui ne sont pas du tout les seuls éléments importants au rétablissement de la personne. Et c'est surtout que c'est des troubles qui ont des conséquences majeures dans la vie de la personne. C'est-à-dire que ça entraîne un handicap. Maintenant, la notion de handicap psychique est enfin reconnue par la MDPH et du coup permet à ces personnes qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, ne pouvaient pas accéder à tout ce qui est accessible aux personnes qui ont des notifications MDPH, maintenant c'est possible. Ça peut aussi entraîner des décès prématurés pour diverses raisons. Notamment les traitements médicamenteux, de par leurs effets secondaires, peuvent entraîner des gros problèmes somatiques, physiques si vous préférez, qui peuvent entraîner des décès prématurés. Et on sait que les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques sévères sont plus à risque au niveau du risque suicidaire que des personnes lambda. Donc on sait que pour ces personnes-là, il y a un risque de décès prématuré et pour le coup aussi un risque de discrimination et d'exclusion de la société, qui fait que ce sont des personnes qui, de par leur pathologie, se retrouvent isolées de la société, mais en plus s'en retrouvent exclues et en tout cas pour beaucoup de situations, ont beaucoup de difficultés à réintégrer la société du fait de cette discrimination et de cette exclusion. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a défini la santé mentale, je vous ai expliqué les différents états de santé mentale, on va axer plus spécifiquement sur la définition de ce que c'est qu'un trouble psychique. Un trouble psychique, c'est une pathologie, donc c'est une maladie, c'est quelque chose qui est diagnosticable. Et pour diagnostiquer ce type de pathologie, on s'appuie sur plusieurs critères, notamment le fait que ça entraîne des changements majeurs de la pensée,
des émotions et des comportements de la personne. C'est des personnes qui, au fur et à mesure que le trouble va commencer à s'installer, vont avoir des changements de comportement notoires par rapport à leur comportement habituel qu'ils avaient avant. On sait aussi que ce sont des maladies qui entraînent une altération dans le fonctionnement de la vie quotidienne. C'est des personnes qui n'arrivent plus à s'occuper de leur logement, à s'occuper d'eux-mêmes. Et pour le coup, ça entraîne aussi des difficultés, notamment après dans la vie sociale. Et un des critères qui est absolument essentiel à prendre en compte, c'est que ça perdure dans le temps. C'est-à-dire qu'on définit un trouble psychique de par le fait qu'il y a une durée dans le temps. Ah bah, en fonction des troubles psychiques, alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas là pour faire un cours vraiment sur tous les troubles psychiques qui existent, mais pour le coup, en fonction des troubles psychiques, il y a une temporalité qui est importante à prendre en compte entre le début d'un trouble psychique où la personne commence à développer des signes très légers, mais on sait que si ça perdure dans le temps, là, la personne est en train de développer un trouble psychique et pour le coup, là, il y aura des choses à faire et à mettre en place pour l'aider à aller mieux. Un fait important aussi à prendre en compte, c'est que les troubles psychiques se développent la plupart du temps à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Pour 75% des troubles psychiques qui sont diagnostiqués, la plupart du temps, ils se développent avant 25 ans. Et c'est là où on a une réelle problématique, parce qu'en termes de dépistage, ça reste assez compliqué à dépister, parce qu'on associe souvent les débuts de troubles psychiques, en tout cas de troubles psychiques profonds, aux signes de l'adolescence. Et souvent, il y a beaucoup de situations qui passent un petit peu au travers des mailles du filet parce que, oui, les feignants, c'est un adolescent, ça fait partie de l'adolescence, justement, d'être tout le temps fatigué, de ne pas avoir envie de se lever, de ne pas avoir envie de faire grand-chose, etc., etc. Mais il n'empêche qu'il faut rester vigilant parce que c'est à partir de cet âge-là où les choses se mettent en place et qu'on sait que plus un trouble psychique est repéré tard, donc plus il est pris en charge tard, plus le rétablissement va être long et compliqué, et plus ça risque d'avoir des conséquences graves sur la vie de la personne. D'où l'intérêt de pouvoir repérer précocement les choses, tout en sachant qu'en plus, chose importante à rajouter, c'est que, en règle générale, ça apparaît à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, c'est-à-dire le début de l'entrée dans la vie active des personnes. Et là, notamment dans l'entrée dans l'emploi, ça ne va pas faciliter les choses pour l'accès à l'emploi, notamment. Pour vous donner un ordre d'idée un petit peu, parce que trouble psychique, c'est assez vague, donc pour que vous ayez une idée un petit peu de l'impact des troubles psychiques, que ce soit en France ou dans le monde. Alors, je vous ai mis plusieurs types de données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne sur 4 sera concernée par un problème de santé mentale au cours de sa vie. Une personne sur 4, c'est absolument énormissime. Ça veut dire que là, sur le nombre de personnes qu'on est, on peut se dire qu'il y en a plusieurs qui vont être confrontés au cours de leur vie à un trouble psychique. Après, le trouble psychique, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs graduations. On peut avoir un trouble psychique léger, modéré, à sévère. Mais si le trouble psychique n'est pas pris en charge dès le début, on peut tendre plus facilement vers un trouble sévère. Au niveau mondial, c'est le deuxième plus gros problème de santé des 15-29 ans. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les jeunes, c'est vraiment la plus grosse problématique. Deuxième plus gros problème de santé des 15-29 ans. C'est la deuxième cause de handicap au niveau mondial, les problèmes de santé mentale. Et c'est la première cause d'invalidité et d'arrêt maladie de longue durée. Donc, vous voyez que c'est quand même bien avant les maladies cardiovasculaires ou les cancers, par exemple. Chose qui peut paraître assez improbable à beaucoup de personnes, mais dans les faits, c'est ça en fait. Pour vous donner un ordre d'idée aussi, moi je trouve que c'est un chiffre qui frappe beaucoup et qui marque les esprits. En France, on a à peu près 200 000 tentatives de suicide par an. On a 24 décès par jour, c'est-à-dire un par heure. Toutes les heures, il y a un décès par suicide en France. C'est un énorme problème de santé publique. Et on sait que si on met des choses en place, on peut agir là-dessus. Et autre donnée qui est un petit peu plus, pour le coup, pragmatique, mais qui n'est pas non plus inintéressante, c'est que les troubles psychiques sont le premier poste de dépense de la sécurité sociale. Donc, on se dit que là, on a beaucoup de travail, notamment en termes de prévention et surtout de repérage précoce et de prise en charge précoce, pour pouvoir essayer d'avoir un impact sur ces chiffres qui sont, de mon point de vue et du point de vue du grand nombre d'experts, des chiffres assez inquiétants.
sur la santé mentale et sur les troubles psychiques au niveau mondial et aussi au niveau français. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les problématiques de santé mentale, on ne parle pas de guérison, en fait. En fait, quand on présente un trouble psychique, on parle de rétablissement quand la personne commence à aller mieux. Donc, je vous ai mis un peu la définition d'un rétablissement. Ça explique qu'au final, le rétablissement, c'est vraiment un processus qui implique la personne et qui est vraiment qui est propre à chacun. Et l'objectif de ce rétablissement, c'est de pouvoir apprendre à la personne à changer ses attitudes, ses valeurs, ses sentiments, notamment les sentiments autour de l'estime de soi, ses objectifs de vie professionnelle, ses objectifs de vie privée, ses aptitudes, savoir prendre conscience de ses compétences et de ses capacités, mais aussi de ses limites, et des rôles qu'on peut occuper, que ce soit au sein de son cercle personnel ou au sein de la société. Et au final, le rétablissement, ça permet à la personne qui présente des troubles psychiques d'avoir une vie tout à fait satisfaisante et épanouissante, en apprenant à vivre avec ses troubles et à les gérer, à repérer notamment les premiers signes qui peuvent lui faire dire ben là, je commence à aller un petit peu moins bien. Dès que je sens que je recommence à repérer les nouveaux signes, je me mets en contact avec les personnes qui peuvent m'accompagner pour m'aider à éviter de retomber dans une phase difficile. Ce que je trouvais important, c'était le petit encart que je vous ai mis sur la droite. Au final, c'est reprendre le contrôle de sa vie. C'est avoir une vie active, c'est avoir une vie sociale. C'est jamais linéaire, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre dans la maladie mentale et dans les troubles psychiques. C'est que ce n'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose où il y a beaucoup de hauts et de bas. Et qu'en fonction des hauts et des bas, le rétablissement, il est plus ou moins possible. Donc, on peut avoir une période de sa vie où on est en rétablissement, puis une période de sa vie en fonction de facteurs environnementaux, mais pas que, aussi en fonction de facteurs personnels ou biologiques, et bien on peut être amené à redescendre plus vers un bas, et pour le coup, le rétablissement va être plus compliqué. On n'est vraiment pas dans une notion de guérison, mais d'apprendre à vivre avec son trouble quand on est vraiment... Là, évidemment, je suis sur la notion de trouble psychique, hein. Je ne suis pas sur la notion de trouble réactionnel. Voilà. Donc, pour essayer de donner des infos un petit peu pratiques sur comment aider au rétablissement de la personne, une des premières choses, en fait, c'est d'être dans l'écoute active de la personne qui est en face de vous, en fait, qui présente des troubles psychiques, parce que le fait d'être dans l'écoute active, et notamment l'écoute où on n'est pas dans le jugement, la personne, elle va se sentir libre de vous dire ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Et pour le coup, ce sera plus facile pour elle de pouvoir vous définir un petit peu plus facilement son projet, que ce soit un projet d'emploi ou un projet de vie. C'est important d'aider la personne à préciser ses objectifs personnels. C'est elle qui est au centre de son parcours et qui est la première à être décisionnaire sur ce qui va être le plus bénéfique pour elle. Et ces objectifs à elle, ce ne sera pas forcément les objectifs que les professionnels auront définis, parce que la personne, elle n'a pas forcément les attentes, ou en tout cas, elle ne considère pas dans un premier temps avoir les compétences pour accéder aux objectifs que les professionnels, des fois, se fixent pour eux. Toujours montrer qu'on croit en les forces de la personne. La personne, elle est toujours en capacité de faire des choses, elle aura toujours des compétences, plus ou moins efficientes en fonction de sa situation de vie à l'instant T, mais elle aura toujours des forces sur lesquelles elle pourra s'appuyer pour essayer d'avancer. Après, ce qui peut être important aussi pour aider la personne à avoir de l'espoir, à vos souhaits, c'est de donner des exemples qui peuvent inspirer de l'espoir sur des personnes qui ont vécu des troubles psychiques, qui ont pu descendre très très bas dans leur vie et qui par l'accompagnement, que ce soit de professionnels de la santé, du médico-social, du social, avec toutes ces rencontres, ont pu réaccéder à reprendre leur vie en main, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas enfermer la personne dans sa pathologie. C'est-à-dire que la personne, oui, effectivement, elle a un trouble psychique qui entraîne des difficultés, mais la personne, elle ne se définit pas par son trouble. Ça fait partie d'elle, c'est une de ses composantes, mais ça ne la définit pas entièrement. Et au final, souvent, ce qui ressort, c'est qu'une personne qui présente un trouble psychique, on a tendance à la réduire à ça. Et pour le coup,
les objectifs qu'on met en face sont en corrélation systématique avec le trouble psychique. Des fois, il faut sortir un petit peu de ça, pour le coup. Parce que oui, effectivement, il peut y avoir des difficultés, mais il peut y avoir aussi des choses qui sont très intéressantes qui se mettent en place et on peut être excessivement surpris au final du potentiel de toutes ces personnes. Ce qui peut être important aussi, c'est de recenser les ressources autres que santé mentale. On sait notamment que l'isolement social est un facteur aggravant des troubles psychiques, qui peut même être un facteur très aggravant des troubles psychiques, et que pour le coup, il est important de voir si la personne que vous accompagnez a un réseau autour d'elle, que ce soit de la famille, des amis, des professionnels, des associations, des bénévoles d'associations, peu importe, pour essayer de voir en termes de réseau ce sur quoi elle peut s'appuyer, notamment pour essayer de l'aider dans les moments un petit peu difficiles. Renforcer les stratégies d'adaptation existantes, c'est savoir les adapter dans les moments où c'est nécessaire. Alors, favoriser les interventions thérapeutiques choisies par la personne. Par là, j'entendais que pour chaque trouble psychique, il existe énormément de solutions pour les aider à aller mieux. Et pour chaque personne, il y aura une solution adaptée. Et encore faut-il savoir quelles sont toutes les solutions qui existent. Mais pour le coup, ça peut être un argument très rassurant pour les personnes qui présentent des troubles psychiques, c'est-à-dire oui, effectivement, c'est difficile, mais il y a plein de solutions qui existent pour aller mieux. Il y en a forcément une qui vous conviendra. Avoir une attitude respectueuse et travailler d'égal à égal. On est d'accord que maintenant, en plus, de toute façon, on est beaucoup sur un paradigme de la personne au centre de l'accompagnement. Et pour le coup, ça, c'est une notion absolument essentielle. C'est sa vie. Elle est maîtresse de sa vie et nous, on est là pour l'aider à l'accompagner dans sa vie. Donc, cette notion d'égal à égal, elle est vraiment absolument essentielle. Et l'attitude respectueuse, j'ai envie de vous dire, ça paraît de l'ordre du normal dans les relations humaines classiques. Avoir une attitude respectueuse envers ses interlocuteurs, c'est la base en fait. Et effectivement, s'appuyer sur les objectifs qui sont autodéterminés, vraiment sur la volonté de la personne et s'appuyer sur ses objectifs à elle et non pas sur forcément ceux auxquels on aurait pensé pour elle. Et même s'il y a des moments difficiles et même s'il y a des temps de rechute, ne jamais lâcher l'affaire parce qu'on sait que de toute façon, ça va être des notions de haut et de bas. Et plus la personne, elle va être accompagnée et soutenue, et plus les rechutes seront, et moins les rechutes seront fréquentes, et surtout moins longues et moins difficiles. Donc, c'est vraiment cette notion que ces personnes, plus elles seront isolées et plus on les laissera de côté quand elles seront en phase de rechute, plus le rétablissement et notamment le retour à la vie sociale, à la vie active, dont l'emploi, va être difficile pour la personne. Donc ça, c'est vraiment des choses essentielles en fait, à prendre en compte quand on accompagne quelqu'un qui présente un trouble psychique. Qu'on soit professionnel de santé ou de l'accompagnement médico-social ou pas, j'ai envie de dire. Parce qu'au final, quand on regarde la liste, c'est des choses qui sont, somme toute, assez simples et qui sont vraiment pas compliquées à mettre en place au final. Et je vous ai mis dans le petit encart, ça me semblait important aussi. Quand on parle de guérison, on parle de maladie. Alors que quand on parle de rétablissement, on parle d'avenir et de projet de vie de la personne et que pour le coup, ça, c'est vraiment indépendant. Voilà, ça, c'est des notions qui sont, de mon point de vue, importantes à prendre en compte. Donc ça, j'ai essayé de faire un petit focus sur l'accès et le maintien en emploi, sur les freins et les leviers à prendre en compte. Au final, pour une personne qui présente un trouble psychique, mais j'ai envie de dire pas que, pour tout le monde, même les personnes qui ne présentent pas de trouble psychique, un emploi, ça représente beaucoup plus qu'un salaire. Ça représente, on a un sentiment d'utilité, peu importe le travail qu'on fait, on participe à la vie de la société et c'est valorisant pour tout un chacun. Ça peut donner aussi l'occasion d'apprendre plein de choses, on apprend tous les jours quand on travaille. De travailler au sein d'un groupe, de travailler ses compétences relationnelles, notamment facteur essentiel à la santé mentale des êtres humains. C'est aussi un porteur d'espoir. Et chose absolument essentielle, c'est que c'est au cœur du processus de rétablissement d'une maladie psychique. L'accès à l'emploi est un des éléments du rétablissement qui permettra à la personne d'avoir une vie tout à fait épanouissante et satisfaisante, peu importe les limites qu'elle peut avoir au final, parce qu'elle va faire partie de la société.
Donc là, j'ai essayé de faire un petit tableau qui essayait de reprendre un petit peu les freins, en tout cas les éléments qui pouvaient freiner l'accès à l'emploi des personnes qui présentent des troubles psychiques. Le premier facteur, c'est vraiment la stigmatisation et la discrimination. On est sur ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a eu très peu jusqu'à maintenant de sensibilisation sur le sujet, on est sur une situation où au final, il y a assez peu de connaissances et beaucoup de méconnaissances sur la santé mentale, sur ses tenants et ses aboutissants, ce qui entraîne au final une réaction tout à fait humaine et tout à fait normale, c'est-à-dire que je ne connais pas, donc j'ai peur. Et vu que j'ai peur, je rejette parce que je ne connais pas et que ça me fait peur. Et que là, on va avoir un énorme travail qui va se mettre en place là sur justement ce travail de déstigmatisation de la santé mentale, expliquer que les personnes qui ont des troubles psychiques, ils ont des capacités, ils ont plein de capacités, que ce n'est pas des personnes violentes, que ce n'est pas des personnes feignantes, et qu'en étant bien accompagnées, elles sont tout à fait capables de faire un travail aussi efficace et aussi productif que quelqu'un qui ne présente pas de troubles psychiques. Un des freins aussi très importants, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ça concerne, ou en tout cas les troubles psychiques se développent chez les jeunes adultes, de 20 à 29 ans, au moment de l'entrée dans la vie active. Et on sait à quel point l'entrée dans la vie active peut conditionner la vie professionnelle dans sa globalité. Et que des jeunes qui rentrent dans le milieu de l'emploi en ayant un trouble psychique et en n'étant pas accompagnés de manière adaptée, encore faut-il qu'on ait pu repérer les troubles psychiques, c'est ça ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui peut être très compliqué, mais on sait que leur parcours professionnel va être très chaotique et va être excessivement compliqué pour eux. Et souvent, il peut y avoir une rupture du parcours professionnel qui peut être quand même plus ou moins longue, voire même une incapacité à retourner vers l'emploi s'il n'y a pas de prise en charge des troubles psychiques. La notion de poste précaire avec des salaires faibles, ça pour le coup, c'est vraiment très dépendant. Je l'ai noté parce que c'est quelque chose que j'ai retrouvé quand même dans pas mal d'études. Donc ça me semblait important de le noter. Après, ce n'est pas dans toutes les situations comme ça. Par contre, ce qui est très important à retenir, c'est un frein qui est absolument essentiel, notamment auprès des employeurs, c'est l'invalidité intermittente. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir tendance à avoir des absences répétées. Alors après, pas forcément sur des fréquences, comment dire, ils peuvent avoir des absences sur un temps donné, le temps de la rechute, et puis le rétablissement reprend, donc la personne peut reprendre son emploi, puis ça peut durer plusieurs années, et elle fait une rechute, et là par contre, la rechute est plus difficile, les personnes ont plus de difficultés à s'en relever, et pour le coup, il peut y avoir des absences plus prolongées. Et pour les employeurs, ça peut être un frein à l'emploi parce qu'ils appréhendent, je pense, le fait de devoir gérer ce type de situation, notamment en termes de remplacement, etc., où on sait que ça peut être compliqué. Un des freins majeurs, ce que vous expliquez, c'est la méconnaissance des troubles psychiques par la population générale et en particulier par le monde du travail. Où pour le coup, là, on a un gros travail, nous, au niveau des acteurs de santé mentale, pour aller sensibiliser, informer et former toutes les personnes qui sont intéressées, et même celles qui ne sont pas intéressées, j'ai envie de dire, à cette thématique, parce que c'est absolument essentiel. Et un des autres freins auxquels on ne pense pas forcément, mais qui pourtant est absolument essentiel pour l'accès à l'emploi, c'est la mobilité. Nombre de personnes qui présentent des troubles psychiques n'ont pas le permis de conduire. Et l'utilisation des transports en commun pour certains peut être compliquée, ou les horaires absolument pas adaptés aux horaires de travail, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où les personnes sont motivées, sont prêtes à aller travailler et ne peuvent pas aller travailler parce qu'elles n'ont pas accès notamment au transport adapté. Excusez-moi, j'arrive pas à trouver mon mot. Au transport adapté pour les personnes qui se présentent un handicap, sachant que pour l'instant, c'est essentiellement réservé aux personnes qui présentent des handicaps moteurs. En tout cas, nous, sur le département, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, c'est pareil, on va commencer à travailler pour essayer de réfléchir à cette question, parce que c'est une problématique qui est très importante à discuter. Par contre, il y a des leviers. Il y a des freins, mais il y a des leviers aussi pour essayer d'améliorer l'accès et le maintien en emploi. Ça peut nous paraître logique, mais la première chose à faire, c'est d'éliminer les obstacles, en fait. Et l'élimination des obstacles, ça passe par plusieurs aspects. Déjà, l'adaptation des attitudes. Et pour ça, ce que je vous expliquais, c'est-à-dire
tout ce qui est question de stigmatisation et d'idées reçues sur la santé mentale. Pour réussir à casser tout ça, il faut former, il faut sensibiliser les entreprises, que ce soit les employeurs ou les salariés, parce qu'il n'y a pas que les accompagnants qui doivent être formés, il y a aussi, je pense, les employeurs qui sont amenés à gérer des équipes, et notamment dans leurs équipes, des personnes qui présentent des troubles psychiques. Il est absolument essentiel que les employeurs soient sensibilisés à la santé mentale. Et puis, il y a aussi une adaptation des environnements à faire, notamment au niveau des horaires de travail, des tâches du poste, des variations de tâches, de l'adaptation des choses, etc. Donc ça, après, c'est les personnes qui sont dans l'emploi accompagné connaissent tout ça. Ce qui est important, c'est pour les personnes soit qui emploient, soit qui accompagnent ces personnes-là, c'est qu'il faut comprendre au final les conséquences du handicap psychique. C'est-à-dire que la personne, elle ne fait pas exprès d'avoir les difficultés qu'elle a. Il faut avoir conscience de ses capacités et de ses limites. Mais au final, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la personne, elle ne se résume pas à sa pathologie. Effectivement, il y a certaines limites, mais il y a plein d'autres capacités aussi. Un des leviers absolument essentiels par rapport aux personnes qui présentent des troubles psychiques et pour l'accès et le maintien en emploi, c'est l'intervention précoce. C'est-à-dire que c'est auprès des jeunes qu'il va falloir agir le plus rapidement possible. Parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure, notamment au regard du développement des troubles psychiques, le fait que ce soit au début de l'âge adulte, si on intervient le plus précocement possible, on a de forts espoirs que la personne puisse avoir un parcours professionnel qui ne soit pas trop chaotique et qui corresponde à ses capacités et à ses compétences en fonction de son état de santé psychique. Un autre levier qui est super intéressant, c'est le tutorat et le soutien par les pairs dans les entreprises. C'est un outil majeur du maintien dans l'emploi. D'avoir des pairs qui ont vécu les mêmes choses que vous quand vous entrez en emploi et que vous présentez un trouble psychique, en termes de soutien, d'estime de soi et de donneur d'espoir, c'est absolument énormissime. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est hyper important. Savoir trouver des appuis à l'extérieur, parce que des fois, les situations, elles sont complexes, elles sont très difficiles à accompagner, et il y a un moment donné, les employeurs sont en grande difficulté, ils ne savent plus comment faire. C'est là où au final, il y a des dispositifs qui existent et qui peuvent aider les employeurs dans les situations complexes ou dans les situations de tension ou de crise à essayer de trouver des solutions adaptées et à l'entreprise et à la personne. Un autre aspect qui est à travailler aussi et à améliorer, c'est la collaboration et l'articulation entre les différents secteurs, que ce soit le sanitaire, le médico-social, le social, parce que tant qu'il n'y aura pas de collaboration réellement effective entre tous ces secteurs, l'accès et le maintien en emploi sera compliqué. Un interlocuteur à privilégier dans les leviers, bien évidemment, c'est la médecine du travail. Ils sont là pour ça, vous pouvez les solliciter en termes d'avis, de conseils, d'orientation. C'est des acteurs vraiment à privilégier. En premier plan, c'est vraiment la médecine du travail. Et ce qui est intéressant aussi, notamment pour l'accès, mais aussi pour le maintien en emploi, c'est qu'il puisse y avoir un accompagnement conjoint de l'employeur et du salarié. C'est-à-dire que le salarié, lui, effectivement, il peut se retrouver en difficulté lors de l'accès en emploi, puisque pour plein de raisons différentes. Mais l'employeur, lui aussi, peut se retrouver en difficulté. Il faut qu'il puisse être accompagné là-dedans et il faut qu'il puisse être accompagné là-dedans. Voilà, je ne veux pas aller plus loin pour le coup. Et peut-être, Morgane, juste en quelques mots sur les premiers secours en santé mentale. Le temps passe et rapidement, je me dépêche. On laissera la parole juste après à Clarisse là-dessus sur les... Je me dépêche vite alors. Je voulais juste vous faire un petit focus sur la formation des premiers secours en santé mentale, qui est une formation qui est en train de se déployer sur tout le territoire français. Du coup, vous expliquer un petit peu ce que c'était que cette formation. En gros, ça équivaut aux soins de premiers secours physiques, mais sur le volet santé mentale. Les objectifs de cette formation, ça va être d'acquérir des connaissances de base sur les troubles de santé mentale, troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles psychotiques et puis troubles sur l'utilisation de substances. Ça permet de mieux appréhender les différents types de crises en santé mentale, comment apprendre à mieux les gérer. Ça permet aussi de développer des compétences relationnelles, l'écoute sans jugement. Comment est-ce que j'apprends à écouter quelqu'un sans jugement? Comment est-ce que j'apprends à le rassurer et à lui donner une information adaptée?
comment j'apprends à mieux faire face aux comportements agressifs. Et cette formation travaille aussi à la déstigmatisation des troubles psychiques. On travaille beaucoup sur les idées reçues notamment. Et c'est très intéressant. Cette formation, elle est adressée à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis, si ce n'est être un minimum intéressé par la thématique de la santé mentale. Ça coûte 250 € par personne pour 2 jours de formation. Pour l'instant, ce n'est pas encore éligible au CPF, mais PSSM France, l'association qui s'occupe de déployer cette formation, il travaille dur. Et comment ça peut se passer? Il y a plusieurs formats. Soit ça peut être 2 journées successives de formation, 2 journées non successives, oui, et 4 demi-journées, excusez-moi, de formation. Ça, c'est adaptable en fonction des besoins, notamment des employeurs qui peuvent demander à former leurs salariés et à se former eux-mêmes d'ailleurs aussi. Il y a 2 modules actuellement qui existent. Il y en a d'autres qui sont en cours de travail, mais qui ne sont pas encore sortis. Vous avez le module standard, où c'est vraiment secouriste santé mentale classique, qui s'adresse à tout type de population. Et le module jeune, qui est principalement adressé aux professionnels qui accompagnent les jeunes ados et jeunes adultes, on va dire. Où là, pour le coup, dans ce module-là, sont inclus les troubles du comportement alimentaire aussi, chose qui n'est pas dans le module standard. On est sur des groupes de 8 à 16 personnes. Et puis voilà, c'est une formation qui est très intéressante, qui amène beaucoup de choses et pour le coup, là, qui arrive à vous expliquer un petit peu tout à l'heure, mais qui est en train de se déployer sur l'Indre-et-Loire. Et je suppose que dans les autres départements, parce que pour le coup, c'est une des priorités numéro 1 des projets territoriaux de santé mentale, va être déployée de manière assez intensive sur tous les départements de la région, là, d'ici à la fin de l'année, et on espère pour longtemps. Merci beaucoup, Morgane. Un véritable exercice de synthèse qui a été réalisé. Et alors, il y a une question dans le chat. Soit on la prendra tout à l'heure, soit éventuellement, Morgane, si vous voulez déjà regarder, éventuellement répondre par écrit, pendant qu'on continue avec la partie donc, sur les nouveaux enjeux post-crise sanitaire. Et là, je vous laisse la parole à vous, Clarisse, là-dessus. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Je suis Clarisse Hermelin, la coordinatrice du Conseil local de santé mentale pour la métropole Tourangelle. Moi, je vais faire un petit focus en fait sur les nouveaux enjeux par rapport à la détresse psychologique liée notamment à la crise sanitaire. Alors, je vais me baser principalement sur des études dont les données ont été récupérées soit pendant l'année 2020 ou début de l'année 2021, parce qu'il est encore un peu tôt pour avoir des données un petit peu plus récentes. Néanmoins, ça permet de montrer déjà un petit peu les répercussions que l'on peut constater selon les profils des personnes. Donc, je propose de débuter par déjà profil de personnes. En fait, c'est une étude qui a été faite par la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Et donc, c'est des données qui ont été collectées du 25 janvier au 7 mars 2021 auprès d'un échantillon de 50 000 personnes, donc en emploi au moment de la crise sanitaire, âgées entre 20 à 62 ans. Donc, sur ces 50 000 personnes, il y a à peu près 20 000 personnes qui ont répondu. Et donc, on peut constater 54% des travailleurs ont une relative stabilité des conditions de travail par rapport à l'avant-crise sanitaire et 32% ont eu des conditions de travail en partie dégradées. Et alors, ça a été plus ou moins dégradé selon le métier, selon le profil des personnes, selon le secteur d'activité. Donc, on va voir un petit peu ça un peu plus en détail. Donc, pour un travailleur sur 2, il y a eu peu d'impact. Pour 1 sur 3, une intensification du travail. Pour un travailleur sur 10, une dégradation des conditions de travail. Et pour moins d'un travailleur sur 20, plus d'un travailleur sur 20, pardon, une accalmie au niveau de son milieu de travail. Donc, je vous propose de voir ça un petit peu plus en détail en termes de profil. Comme ça, selon les publics que vous pouvez rencontrer, ça vous permet aussi de voir de quelle façon ils ont été impactés. Donc, pour les
professions ou profils qui ont été, on va dire, peu impactés par la crise sanitaire, on va retrouver plutôt un profil masculin sur des métiers d'ouvriers ou d'employés de plus de 45 ans, dans les secteurs d'activité de l'agriculture, de l'industrie et de la construction. Alors, une organisation du travail qui a quand même dû s'adapter, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu du tout d'impact, hein, il y a quand même eu une obligation d'adaptation comme partout, mais avec des gestes barrières qui ont plutôt souvent été respectés et qui n'ont pas forcément eu énormément de gêne dans la pratique du métier. Et la possibilité aussi pour continuer d'aller sur site. Donc, très peu de télétravail pour cette population. Néanmoins, une certaine insécurité quand même de l'emploi selon les activités, selon aussi comment progresser la crise sanitaire. Alors, pour la deuxième, on va dire, deuxième profil, là, on est sur une intensification un petit peu plus de la dégradation, donc avec un profil plus féminin, sur des professions de cadre et de professions intermédiaires dans les milieux de la santé, de l'enseignement et des commerces de détail. Donc là, on va retrouver bien, on va dire, les activités qui ont été déterminées comme essentielles pendant la crise sanitaire, avec une réorganisation des horaires de travail, avec plus d'horaires atypiques pour pouvoir faire face aussi au cas de la crise sanitaire et puis pour permettre aux personnes de moins se croiser aussi dans certains lieux. Une réorganisation qui a, pour certaines professions, entraîné une surcharge de travail. Par contre, un renforcement du sens de leur travail lié au caractère essentiel. Donc, ce qui, pour certains, a pu aussi être, on va dire, un facteur un petit peu protecteur en termes de détresse psychologique. Troisième catégorie, donc là, on rentre sur une catégorie fortement impactée, plutôt de type féminin, en télétravail majoritairement, avec encore des cadres et professions intermédiaires. On retrouve les milieux de la banque et de l'assurance et de l'enseignement. Donc là, notamment, enseignement pour tous les instituteurs et professeurs qui se retrouvaient à faire leurs cours en visioconférence, et banque et assurance par rapport au suivi aussi de la clientèle. Donc, on constate une hausse de la charge du travail, des horaires atypiques, un isolement dû au télétravail, alors plus ou moins relatif, hein, selon bien sûr le contexte de la personne, un sentiment de perte d'utilité sociale des tâches effectuées, des problèmes de coopération au sein du collectif, forcément avec moins d'interaction sociale, ça peut poser quelques problèmes, notamment en termes de communication, et une difficulté à maîtriser les outils numériques de travail à distance. Et pour la dernière catégorie, où là, on constate davantage une accalmie. Alors, il faut relativiser quand même parce qu'on parle d'accalmie en termes de conditions de travail parce qu'il y a eu une baisse en effet de la charge, notamment pour les professions de l'hébergement, restauration, activités culturelles. Donc, on retrouve majoritairement des publics masculins, moins de 34 ans, ouvriers et employés. Néanmoins, une grande insécurité socio-économique, donc qui a pu aussi avoir un impact en termes de risques psychosociaux et une hausse des horaires atypiques pour toujours faire face aux conditions sanitaires. Donc voilà, on voit bien quand même qu'au final, quel que soit le profil, tout le monde a été impacté d'une manière ou d'une autre, alors plus ou moins forte, hein, bien sûr, mais c'est vrai que ça interroge quand même sur comment faire face à ces différentes dégradations. Alors, pour faire un focus un petit peu plus sur les travailleurs en situation de handicap, donc deuxième étude qui a été réalisée par l'Observatoire de l'emploi et du handicap de la GEFIP. Donc là, on est sur un échantillon selon les périodes de l'étude, parce que l'étude s'est organisée sur 3 temps. Donc un temps en mai, un autre en juin et un autre en septembre 2020, donc tout sur l'année 2020. Et selon les périodes, on est sur un échantillon de personnes entre 4 400 à 3 000 personnes.
Donc, les principaux résultats sont pour 37% des personnes en situation de handicap interrogées, un sentiment quand même de dégradation de leur état de santé physique, et 32% ont le sentiment d'une dégradation de leur santé mentale. Près de 69% des personnes en situation de handicap ont déclaré vivre des périodes intenses de stress, de nervosité ou d'anxiété, contre 41% pour le reste de la population française. Donc, on remarque bien quand même une différence assez significative selon voilà, cette situation de handicap. Les personnes sont 54% à avoir vécu davantage d'épisodes de dépression, contre seulement 11% pour le reste de la population. Là encore, un écart assez significatif. Plus de 50% se sont sentis isolés et 65% s'estiment favorables au développement du télétravail, contre 83% pour l'ensemble de la population. Donc là encore, on voit bien que le télétravail a été déjà dans la population dite, on va dire, générale, assez, enfin, plus ou moins bien vécu, mais pour des personnes en situation de handicap, cela a pu être aussi assez problématique vu qu'il n'y a pas forcément un emballement à ce que cela se généralise à l'avenir. Passons maintenant plutôt sur les jeunes adultes, donc futurs actifs. Donc là, on n'est pas sur des jeunes adultes en situation de handicap, on est notamment sur les étudiants. Donc là, on est sur une étude qui a été réalisée par le Centre national de ressources et de résilience, avec une étude qui a quand même une grande importance en termes de résultats, parce qu'il y a plus de 70 000 jeunes qui ont répondu à celle-ci, pour une majorité qui avait entre 18 et 24 ans. Donc, comme l'a dit Morgane tout à l'heure, vraiment le passage aussi sur la vie active où peut se déclencher et se déclarer quelques difficultés psychiques. Donc, pour les principaux résultats, on dénote une détresse sévère. L'étude a été réalisée entre le 17 avril et le 4 mai 2020. Donc, on était encore en période de confinement. Néanmoins, ça démontre quand même pour les étudiants voilà, une anxiété, une détresse et un stress qui a eu peut-être un pic à cette période-là, mais qui est toujours éventuellement d'actualité, notamment pour ceux qui sont en recherche de stage ou de premier emploi. Il ne faut pas oublier que certains ont dû se réorienter. Près d'un étudiant sur 4 envisage une réorientation suite à cette crise sanitaire. 78% n'ont pas pu réaliser leur stage et un cinquième des étudiants estiment que leur chance d'insertion professionnelle sera mauvaise ou très mauvaise. Donc quand même des perspectives d'avenir qui sont plutôt sombres et qui peuvent être très anxiogènes. Juste voilà, en conclusion, en synthèse et en complément de ce que Morgane a pu déjà vous présenter, face à ces constats, c'est vrai que encore une fois, il est nécessaire de prendre en considération la diversité des impacts de la crise sanitaire, quel que soit le métier, le secteur d'activité, quel que soit le profil du travailleur ou du futur travailleur. La santé mentale recouvre une diversité de difficultés dont la gravité et la durée sont très aléatoires. Morgane a également insisté là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'en termes de milieu professionnel, une approche organisationnelle en adéquation avec la temporalité de la personne et de l'entreprise sont vraiment à favoriser. Et ne pas oublier que le travail, tout comme énormément d'autres facteurs dans notre vie, est un facteur d'insertion sociale, d'estime de soi, de confiance en soi. Et donc, il y a un réel impact sur notre bien-être quotidien. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Un grand merci, Clarisse, pour la présentation. On va pouvoir prendre effectivement quelques questions. Alors, une question qui était apparue déjà tout à l'heure de Fabienne. Si on rencontre une personne que l'on sent en détresse mentale, comment l'amener à être aidée? C'était plutôt voilà, le début du webinaire. Un cours PSSM en accéléré, alors.
L'objectif, c'est effectivement de pouvoir l'orienter vers le soin le plus tôt possible. Donc l'interlocuteur, bien évidemment, c'est le médecin généraliste s'il y en a un, parce que des fois, ce n'est pas toujours le cas. Comment l'amener à consulter? Malheureusement, on ne peut pas la forcer. Après, ce qu'on peut faire, c'est essayer de lui expliquer ce que ça peut lui amener. Et surtout, la chose qui est très importante à retenir, c'est que si la personne ne souhaite pas aller vers les soins, elle a le droit, et vous ne pouvez pas la forcer. Mais par contre, vous, rien ne vous empêche de continuer à essayer de l'emmener vers le soin, de rester vigilant et de régulièrement revenir un petit peu à la charge en lui disant est-ce que tu ne crois pas que ce serait bien d'aller voir quelqu'un? Peut-être que tu as besoin d'aide. Il y a plein d'aides différentes qui existent et je suis sûre qu'il y en a une qui est adaptée pour toi. Voilà. Condensé PSSM très rapide. Pour compléter Morgane, je dirais même si toutefois vous ne sentez pas de poser les questions, d'orienter la personne, parce que des fois ça fait aussi à des échos de situations personnelles. Rien ne vous empêche néanmoins de vous informer, d'alerter éventuellement des proches ou un professionnel que vous connaissez pour savoir ne serait-ce si votre inquiétude est vraiment fondée. Est-ce qu'il est vraiment temps d'alerter quelqu'un? Voilà, si vous êtes enfin voilà, l'objectif c'est d'être dans le repérage. Après, ça peut s'entendre aussi qu'on n'est pas tous en mesure d'aller poser des questions, parce que c'est pas si simple que ça. Mais néanmoins de connaître éventuellement des structures, ne serait-ce que donner un numéro de téléphone à quelqu'un pour dire voilà, je m'inquiète pour toi et je me suis renseignée et je pense que ça serait intéressant que tu contactes cette structure. Au moins, elle en fait ce qu'elle en veut, mais c'est un pas vers elle et voilà, vous êtes un petit peu moins peut-être invasif aussi par rapport à sa situation. On a un complément, Laurane, qui nous dit cela peut être de demander à la personne si elle se sent mal au point d'avoir des idées suicidaires dans l'identification. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que des fois, c'est pas si simple que ça, en fait. Parce que c'est pas anodin. On ne va pas se le cacher. Le sujet du suicide, de la mort dans notre société est plutôt tabou. C'est pas si simple que ça d'aller poser cette question. Donc, c'est vrai que tout dépend du lien, de la relation que l'on a avec la personne, ce qui peut être d'autant plus délicat quand c'est dans un milieu professionnel. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter aussi, dès l'instant qu'on a un doute, à aller soi-même interroger en fait, des professionnels. Juste voilà, pour ne pas garder ça non plus avec soi. Je ne sais pas ce que Morgane, tu en penses, mais l'idée c'est ça aussi, hein, c'est de ne pas rester avec ses inquiétudes vis-à-vis d'une personne. À rajouter. Je vous propose qu'on passe à la troisième partie et on prendra un petit temps d'échange complémentaire à la fin. Comme ça, s'il y a des personnes, je vois déjà les premiers messages de gens qui doivent nous quitter. Donc, comme ça, vous allez avoir l'ensemble voilà, des informations et on gardera un temps d'échange à la fin. Donc, sur la partie voilà, des exemples d'actions concrètes réalisées et en cours spécifiquement dans le département d'Indre-et-Loire. Alors, en effet, donc, au sein du Conseil local de santé mentale, on a créé en 2019 un groupe de travail qui s'appelle Lutter contre la stigmatisation et emploi. Alors, je vous passe tous les aléas qu'on a pu avoir en 2020. 2019, ça a été plutôt une phase de rencontre pour les partenaires parce qu'il y a énormément de profils diversifiés autour de la table. Donc, on a pu passer à une phase un peu plus opérationnelle à partir de 2021, avec notamment la mise en place et un partenariat avec une radio locale pour 4 émissions par rapport à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. Donc, je vous ai mis les liens si vous souhaitez aller écouter les émissions de radio. Il y avait une émission plus particulière par rapport à la stigmatisation et la santé mentale, quelques témoignages de parcours d'insertion, des témoignages aussi d'entreprises par rapport à l'expérimentation du OD, qui permet, pour ceux qui ne connaissent pas, de découvrir, de mettre en lien des entreprises qui souhaitent accueillir une personne en situation de handicap et une personne en situation de handicap qui souhaite découvrir un métier ou une entreprise, donc quel que soit son handicap. Et sur la pérédance aussi, qui est plutôt encore un peu méconnue et qu'on souhaitait voilà, valoriser pour démontrer aussi en quoi elle peut être intéressante au sein d'une entreprise.
Et depuis 2021, on a un partenariat dans le cadre du plan local d'insertion des travailleurs handicapés avec l'organisation de conférences et d'ateliers pour sensibiliser sur le handicap et sur la santé mentale, donc notamment à destination des entreprises et plus spécifiquement les membres des comités sociaux et environnementaux qui peuvent être aussi en première ligne. Dans le repérage, on a pensé aussi bien entendu aux référents handicap selon la taille de l'entreprise. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Alors, peut-être plus pour Morgane, pour le coup. Oui, juste pour faire un tout petit focus sur le projet territorial de santé mentale d'Indre-et-Loire, juste pour information, pour les personnes des autres départements, vous pouvez accéder au projet territorial de santé mentale de votre département sur le site de l'ARS. Vous avez tous les projets territoriaux qui sont en ligne et que vous pouvez consulter quand vous le souhaitez. Donc pour le coup, sur le projet territorial de santé mentale d'Indre-et-Loire, nous avons 2 fiches actions qui sont en lien avec l'emploi. La première fiche action, ça va être de travailler à l'organisation d'actions auprès des employeurs et des formateurs pour améliorer leur repérage. Donc là, l'idée, c'est d'organiser des actions, de sensibiliser aux troubles psychiques pour favoriser l'intégration des salariés et le maintien en emploi, parce qu'il y a l'accès et le maintien. Favoriser les liens avec les organismes de formation pour faciliter l'aménagement du cursus de formation et éviter les ruptures. Ce que je vous disais, début des troubles psychiques, au début de l'âge adulte, en règle générale, on est en formation, on est en études pour après arriver à un travail et que là, il y a peut-être des choses à mettre en place aussi auprès des organismes de formation pour éviter les ruptures de parcours scolaire et permettre à ces jeunes qui développent des troubles psychiques de ne pas arrêter complètement leurs études. Il y a un axe de travail aussi sur cette fiche action qui va travailler à la déstigmatisation des troubles psychiques vers le monde de l'emploi et de la formation. Et l'objectif ultime est de favoriser l'emploi des personnes avec souffrance psychique et de diminuer le taux de chômage. Ça, c'est un objectif ambitieux sur le département. Bien l'autre, merci. Et on a la fiche action du dernier axe qui est faciliter l'inclusion des personnes ayant des troubles de la santé mentale par l'emploi et le logement, au travers de partenariats intersectoriels, où là, pour le coup, nous allons travailler à proposer des alternatives innovantes d'accompagnement, proposer des expérimentations et des innovations en favorisant la coopération entre les secteurs du logement, de l'emploi et du médical. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de mettre les acteurs ensemble et de faire du lien et de l'articulation entre tous ces secteurs qui interviennent auprès des mêmes personnes et qui, au final, ont du mal à se mettre en lien, ou tout du moins sur des réseaux assez personnels. Et l'objectif, c'est d'ouvrir, de passer du réseau personnel au réseau professionnel général, quoi. Ce serait drôlement bien. Et voilà, ce que je vous disais, favoriser l'articulation et de travailler aussi à la prévention des risques psychosociaux des professionnels en termes d'anticipation, notamment sur les troubles psychiques qui peuvent être développés si les compétences psychosociales sont amenées à être maltraitées. Voilà. Alors, je vois qu'on a... Alors, par rapport à la boîte à outils, en fait, on vous a fait une boîte à outils assez large parce qu'on s'est rendu compte que vous étiez assez peu sur le 37 au final et puis vraiment sur la région centre globalement. Donc, bien sûr, on va retrouver comme boîte à outils et comme interlocuteur privilégié par rapport au public en situation de handicap psychique la plateforme Emploi Accompagné. Donc, un dispositif que vous pouvez normalement retrouver sur chaque département et qui permet notamment d'avoir un accompagnement, notamment des bilans au niveau cognitif, neurologique, déficience intellectuelle, etc., avec une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou non. Les formations de premier secours en santé mentale comme ressource si vous souhaitez vous former, donc avec le site PSSM France qui recense l'ensemble des sessions de formation sur toute la France et des formateurs agréés si vous souhaitez faire appel à un formateur agréé, parce que c'est vraiment un cahier des charges national et quel que soit, un formateur doit avoir un agrément pour pouvoir faire cette formation. Si vous souhaitez pousser un petit peu plus loin vos
vos connaissances sur troubles psychiques, mal-être au travail, parce qu'on ne parle pas forcément tout le temps de la même chose, je vous invite à découvrir le site Psycom, hein, qui est un site national qui a vraiment répertorié pas mal d'informations et qui a notamment des brochures que vous pouvez vous procurer de façon gratuite pour vous permettre d'avoir plus d'informations. Il y a aussi des outils pédagogiques pour ceux qui souhaitent mettre en place des actions et une bibliographie qui sera jointe au diaporama où vous pouvez retrouver différents outils également. Je vais peut-être laisser Morgane en dire quelques mots supplémentaires, notamment sur le petit fascicule sur le handicap psychique et emploi. Je te laisse la parole. Oui, mais en fait, la bibliographie, oui, pour le coup, ça regroupe beaucoup d'articles au final qui peuvent vous informer sur la santé mentale, l'emploi. C'est vraiment sur la thématique santé mentale et emploi. Donc, si vous voulez aller chercher un petit peu plus d'informations, parce que là, on était restreint par le temps, donc on n'a pas pu vraiment rentrer dans les détails. Mais sur cette bibliographie que vous aurez, vous avez plein d'articles qui sont très intéressants, notamment une brochure de la revue Être sur justement santé mentale et emploi qui est très très intéressante et qui peut donner, je pense, aux professionnels de l'accompagnement dans l'emploi, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui travaillaient dans ce domaine-là, qui assistent à ce webinaire, en termes de peut-être un petit peu d'outils, de petites billes qui peuvent vous aider peut-être à accompagner les personnes qui présentent des troubles psychiques dans l'accès et dans le maintien en emploi. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous. Et puis après, les formations de premier secours en santé mentale, juste là, il y en a qui sont en train de s'organiser sur le département aussi. Clarisse, elle gère ça. Et si vous avez besoin, on peut vous transmettre aussi ce qui se fait sur notre département. Après, ce qui se fait ailleurs, je vous avoue que là, pour le coup, on n'est pas... on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se fait, mais si non, besoin... c'est pour ça, allez vraiment sur le site PSSM France, c'est là où vous allez retrouver l'ensemble des informations. Je vois dans la discussion sur le centre de réadaptation professionnelle, en effet sur le 37, et du coup, ils interviennent en lien avec le dispositif plateforme emploi accompagné. Donc voilà, ils travaillent ensemble. On vous a mis cette porte d'entrée-là parce qu'en général, sur les départements, ça peut être la première porte d'entrée pour accéder après à des dispositifs un peu plus spécifiques selon la situation rencontrée. Parce qu'en effet, sur le 37, on a différents dispositifs qui existent, mais qui n'existent pas forcément sur les autres départements. C'est pour ça qu'on n'a pas fait un focus dessus. Mais c'est pour ça que la plateforme emploi accompagné peut être une première porte d'entrée pour vous permettre d'accéder vraiment à un dispositif qui sera le plus adapté possible à la situation de la personne, à son handicap, à ses besoins en termes d'évaluation, d'accompagnement, etc. Je vais apporter juste une dernière petite chose. J'ai 2 petites minutes, je vais vite. Juste pour vous dire que si vous souhaitez sur vos départements avoir un peu plus d'infos sur ce qui va se faire, n'hésitez pas à contacter les coordinateurs des PTSM de chaque département. Hein. Ils seront tout à fait là pour vous répondre. Et puis encore mieux, si vous souhaitez participer à des groupes de travail, de réflexion, etc., n'hésitez surtout pas à nous contacter. Parce qu'on est toujours prêt à prendre des bonnes volontés pour réfléchir avec nous à comment améliorer les choses. Donc voilà, donc si besoin, Margot ou Amandine vous transmettront nos coordonnées et n'hésitez surtout pas. Voilà. J'ai fini. Un grand merci en tout cas à vous deux pour cet exercice qui n'était pas simple de synthèse autour de ce sujet. Pour pouvoir juste continuer là-dessus, juste vous donner des éléments concernant le prix de Centre-Val de Loire. Donc, je vous disais, le webinaire était enregistré, donc sera disponible sur l'adresse du site internet que vous trouvez à l'écran, prix-cvl.com. Et puis voilà, on vous a remis un ensemble de liens aussi. Alors, la newsletter du prix, vous avez la possibilité de vous abonner sur la page d'accueil du site internet. On a également une page LinkedIn. On relaiera voilà, le replay du webinaire et puis d'autres informations qu'on publie à peu près une fois par semaine. Et puis, on a un petit motion de présentation du prix si vous voulez en savoir un petit peu plus. Amandine vous a aussi communiqué dans le chat un petit questionnaire d'évaluation. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête ici l'enregistrement, mais que s'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent rester pour un petit temps de questions-réponses, bien sûr, on reste encore en ligne. Voilà. Merci beaucoup en tout cas
à tous pour votre participation et à nos intervenantes pour ces illustrations et ces explications.